on va commencer avec cette question un petit peu provocatrice. Humain, urbain, par où commencer? Et j'invite pour ce débat Thomas Kirsbaum, sociologue au CERAPS de Lille, à me rejoindre, et Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes et vice-présidente de Ville et Banlieue. Je vous en prie. Thomas, vous pouvez vous mettre sur un fauteuil aussi. Vous avez de l'eau. Tout va bien. Ce sont des questions qui traversent tous ceux qui travaillent pour les quartiers populaires depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'on s'est trop occupé de l'urbanisme au lieu de s'occuper des plus pauvres? Est-ce que ce n'était pas un préalable nécessaire entraînant le reste? Ces deux piliers d'une même politique publique se sont souvent vus présentés comme s'opposant l'un à l'autre, alors que la question peut-être serait plutôt: comment bien articuler les deux faces d'une même politique? Et puis, sujet brûlant, la solidarité nationale dans tout ça. Des questions, effectivement, d'autant plus brûlantes, je le disais, que la fin du deuxième programme de renouvellement urbain se profile et que la politique de la ville s'efface de plus en plus dans le discours politique. Nous avons 45 minutes avec nos invités pour en parler. Thomas Kirsbaum, rebonjour. Je commence par vous. Est-ce que vous pouvez d'abord nous faire une sorte de point d'histoire de comment se sont construites ces politiques depuis 20 ans? Comment elles ont été pensées? Alors, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et tous. Alors, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin qu'il y a 20 ans. C'est pas inintéressant de se souvenir que le tout premier programme de la politique de la ville s'appelait Habitat et vie sociale. Donc d'emblée, on a posé cette idée qu'il fallait avoir une démarche qui avance sur ces deux jambes, l'urbain, le social. Ensuite, on s'est mis à parler de développement social urbain. Ça disait bien ce que ça voulait dire. Et ça renvoie à l'idée qu'il y a ce besoin de combiner à la fois le développement urbain, le développement social. À ce sujet, les Américains parlent d'approche place et approche people. Nous, en France, à partir des années 70, on a plutôt parlé d'approche globale. Bon. Sauf que au début des années 2000, la France a fait un choix tout à fait singulier, alors que partout ailleurs en Europe, on parlait de projets urbains intégrés. La France a fait, pardonnez-moi, le choix assez surprenant de créer une deuxième politique de la ville, en plus de la première, qu'on pourrait appeler la politique de la ville canal historique, si vous voulez. Donc on s'est retrouvé avec deux politiques de la ville, une focalisée sur la question du développement urbain, l'autre sur la question du développement social, avec d'énormes problèmes de coordination au niveau national, avec une spécialisation donc, de l'ANRU d'un côté dans le traitement physique des quartiers et des contrats de ville ou ce qu'il en restait à l'époque dans le traitement social et le soutien à la vie associative. Et donc, ça a posé des difficultés considérables. Alors, localement, et probablement Madame Arenou en parlera mieux que moi, mais j'ai fait un certain nombre d'enquêtes là-dessus, j'ai bien vu comment les maires s'efforçaient de refaire en quelque sorte de la couture entre ces deux volets de la politique de la ville, mais ils ont rencontré quand même beaucoup de difficultés parce que les démarches intégrées, disons, ont été très largement contrariées par le fait que l'État proposait de plus en plus des programmes complètement cloisonnés, et j'en veux pour preuve que pendant au moins 2 décennies, il y a eu dans la politique de la ville une figure unique qu'on appelait le ou la chef de projet, et qu'à partir des années 2000, on a eu toute une flopée de chefs de projet juxtaposés les uns à côté des autres. Donc le chef de projet ou la chef de projet contrat de ville, mais aussi celui ou celle qui s'occupe de la rénovation urbaine, de la réussite éducative, des ateliers santé-ville, c'est-à-dire autant de professionnels qui se sont alignés sur les programmes de l'État, des programmes complètement cloisonnés. Dernier point peut-être à mentionner, c'est que bon, c'est compliqué d'avoir une approche intégrée en matière de politique de la ville, et la loi Lamy en 2014 a essayé de réparer un peu les choses
en mettant en avant en particulier l'idée d'un contrat unique qui visait à rapatrier en quelque sorte la rénovation urbaine, que pour l'occasion on a rebaptisé renouvellement urbain comme on le faisait dans les années 90, de rapatrier cette politique dans les contrats de ville. Maintenant, il me semble qu'il ne suffit pas formellement d'avoir un contrat en faisant de la rénovation urbaine un des volets du contrat pour que ça résolve tous les problèmes. Les déséquilibres financiers restent quand même considérables entre le volet urbain et le volet social de la politique de la ville. On va en parler. On a des professionnels qui ont quand même du mal de façon structurelle, hein, ça c'est indépendant de l'ANRU, à dialoguer parce que ce n'est pas les mêmes cultures professionnelles. La loi Lamy a fait en sorte que les équipes rénovation urbaine sont positionnées dans les agglos et les gens de la politique de la ville, canal historique comme je les appelle, sont positionnés dans les municipalités. Et enfin, et peut-être surtout, ce sont des gens qui ne bossent pas dans les mêmes temporalités. Ils n'ont pas le même horizon devant eux. Alors, Madame Marinou, vous êtes à la tête de la mairie de Chanteloup-les-Vignes depuis 2009, mais vous étiez au conseil municipal auparavant. Vous avez vu ces 20 années se passer. Est-ce que vous avez souffert de cette structuration en silo, renouvellement urbain, politique de la ville ? Ou en tant qu'élu, quels moyens vous avez dû déployer pour rassembler tout ce monde-là et agir malgré tout ? Alors moi, je n'en ai pas souffert, j'espère que les habitants non plus. Mais c'est toute l'histoire de la politique de la ville, mais c'est toute l'histoire de notre fonctionnement français. On n'est pas une spécialité en politique de la ville. Quand vous êtes à la tête d'une ville, vous avez le problème permanent de... Vous obtenez facilement des investissements pour des lieux et vous obtenez très difficilement du fonctionnement, des moyens pour le fonctionnement de ces lieux. Bon, ça c'est très français. Donc la politique de la ville et la rénovation urbaine n'est pas exemptée de cette vision un peu silo. À nous d'en faire une transversalité. Et ça se résume tout bêtement à accompagner l'habitant pour aujourd'hui, pour demain, et fabriquer la ville pour après-demain. Et le faire avec eux. Et en fait, c'est possible. C'est possible, mais il faut que les habitants soient au cœur du projet aussi. Et il faut en fait que la rénovation urbaine accompagne une amélioration de leur quotidien. Elle ne peut pas être simplement pensée à l'amélioration, à la ville de demain, ça doit correspondre aussi à une amélioration de leur quotidien. Et sur cette transversalité, j'aimerais vous entendre au sujet de la cité éducative, qui est sans doute un bon exemple de la façon dont on peut faire travailler tout le monde ensemble et où, en tant qu'élu, vous avez un rôle de portage qui est vraiment essentiel. Alors un bon exemple à plein d'égards. Un bon exemple parce que c'est financièrement l'affaire de tous. L'affaire de tous, c'est-à-dire des collectivités type département, région, mais de l'ANRU, mais aussi de l'intercommunalité. Et ça, c'est important parce que l'intercommunalité, elle est aussi une expression du droit commun. Et puis, c'est intéressant, notre cité éducative, parce que c'est effectivement comment on allie l'urbain à l'humain, c'est-à-dire comment l'humain fabrique l'urbain au profit de sa qualité de vie. Quand on a commencé la cité éducative, on l'a commencé accompagné par la communauté urbaine. Un prestataire est venu sur le territoire, financé par la communauté urbaine, pour accompagner l'ensemble des acteurs qui étaient au service de l'éducation. Et pour nous, à Chanteloup-les-Vignes, notre cité éducative, elle s'intitule « Nous sommes tous acteurs de l'éducation ». Donc en fait, il a fallu mettre en face les acteurs de l'éducation nationale, les acteurs du périscolaire ville, les acteurs associatifs, qui étaient associatifs, culturels, sportifs, ou aussi au service de la réussite éducative, et puis les parents, et surtout les parents. Et pendant un an, ce prestataire a fait travailler ces équipes pour fabriquer une histoire de la cité éducative. Le label n'existait pas, le label Blanquer, il n'existait pas encore, mais surtout pour fabriquer un lieu où écrire cette histoire. Alors comment ça s'est fait ? Ça s'est fait d'abord avec la méfiance, c'est normal. On vient d'horizons différents, les silos, c'est aussi des horizons différents. Ça vient avec la méfiance au départ, ça vient avec le début de confiance qui fait que si ces équipes-là fabriquent une histoire, ils seront accompagnés financièrement, à la fois pour le fonctionnement et pour l'investissement. Donc c'est aussi cette lecture-là dont il faut qu'ils aient confiance en ça. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont fabriqué ce cahier des charges. Il y a eu un concours d'architectes à laquelle ils ont participé pour créer une cité éducative bâtie qui accompagne leur savoir-faire ensemble, leur coéducation, même si j'aime pas ce terme-là. 2019,
première pierre de la cité éducative seulement de demain, après-demain. Mais depuis, un savoir-faire de l'ensemble des acteurs éducatifs dont ils savent que l'outil bâti va être vraiment au service de leur expression humaine. Très bien. Thomas Kirsbaum, ce dilemme en fait entre les politiques pour les populations, les politiques pour les territoires, vous le disiez, il existe partout et il est insoluble finalement. Alors effectivement, on peut parler d'un dilemme. On peut parler d'un dilemme parce que selon que l'on met l'accent sur le développement urbain ou sur le développement social, non seulement on n'a pas les mêmes effets, mais on a des effets qui potentiellement se contredisent. Pour le dire comme ça, le développement urbain ne profite pas mécaniquement aux habitants en place. Il n'y a pas dans ce domaine comme ailleurs d'effet de ruissellement. Il y en a d'autant moins si vous obligez les gens à déménager ailleurs alors que ce n'était pas leur projet. Si vous les relogez dans des logements qui n'ont pas été rénovés ou réhabilités, ou s'ils doivent payer plus cher leur nouveau logement. Et puis, en sens inverse, le développement social peut jouer contre le territoire. Ça peut jouer contre le territoire selon un mécanisme bien connu, c'est que si vous travaillez à la promotion des gens, eh bien, d'une certaine façon, vous les aidez à quitter le territoire, donc au détriment de la mixité sociale. Hein, les ménages structurants finissent par partir. D'ailleurs, ça nous rappelle qu'on a quand même des quartiers qui fonctionnent bien davantage comme des sas, comme des tremplins, que comme des NAS ou comme des ghettos. Alors, est-ce que c'est un dilemme insoluble ? Je répondrai oui et non. Je répondrai oui parce que, déjà, je l'ai mentionné tout à l'heure, développement urbain, développement social ne fonctionnent pas dans la même temporalité. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, il me semble qu'on ne peut pas dissuader des gens qui ont envie de quitter leur quartier de le quitter au nom de la mixité sociale. C'est tout à fait légitime, à un moment donné, dans un parcours, de souhaiter quitter son quartier. Donc, si on veut, que les deux démarches se potentialisent, hein, qu'elles aillent dans la même direction, ça suppose une sorte de concomitance qui, dans la vie réelle, se rencontre assez rarement. Et surtout, si on veut que ça aille dans le même sens, il faut ce que j'appelais tout à l'heure, et je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, des projets urbains intégrés. C'est-à-dire qu'il faut traiter simultanément tous les tenants, tous les déterminants de l'attractivité résidentielle d'un quartier. Si vous voulez retenir les ménages structurants dans un quartier, eh bien, il faut travailler en parallèle la question des commerces, des transports, de l'école, de la sécurité, etc. Mais moi, il me semble que... alors, je vois que le titre de cette table ronde a été modifié, puisque quand on m'a sollicité, c'était humain, urbain, par où commencer ? Moi, j'avais trouvé cette question, alors elle se voulait sans doute provocatrice, mais un petit peu absurde, au sens où la question n'est pas de savoir par quoi on commence. Ce serait absurde de dire on va se mettre à faire du développement social une fois qu'on aura des effets positifs du développement urbain, ou inversement. Pour moi, la vraie question, c'est pour qui on travaille. C'est ça la question fondamentale dans la politique de renouvellement urbain. Alors, de ce point de vue, au début de l'ANRU, les choses étaient claires. On travaillait pour d'hypothétiques ménages extérieurs qui viendraient s'installer dans les quartiers. Bon, ça n'a pas super bien marché. Ces ménages ne sont pas venus. Et donc les choses aujourd'hui sont un petit peu plus compliquées, mais moi ce que je déplore, c'est que l'ANRU n'a pas complètement ajusté sa doctrine en conséquence. C'est-à-dire n'assume pas complètement que ce sont des quartiers populaires, qu'ils le resteront. Et donc j'entends bien qu'il y a un nouveau discours qui n'existait pas au début de l'ANRU, hein, pour dire... on travaille pour améliorer les conditions de vie des gens dans leur quartier, etc. Mais ce n'est pas complètement assumé. Et il me semble que le mythe
de la mixité sociale, eh ben, il continue d'opérer malgré les déconvenus. Et dans ce contexte, l'important, c'est peut-être moins le discours de l'ANRU que le projet politique des maires. Là-dessus, vous aurez sans doute quelque chose à dire, parce que s'il y a une différence entre l'ANRU version 2003-2005 et l'ANRU aujourd'hui, c'est que quand même, les maires ont aujourd'hui des marges de manœuvre beaucoup plus importantes qu'il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, ils n'avaient pas le choix. Il fallait démolir le plus possible et le plus vite possible au nom de la mixité pour faire venir des habitants dits nouveaux, différents. Aujourd'hui, il me semble que la variable politique pèse plus fortement dans les processus de renouvellement urbain que c'était le cas auparavant. Alors, Catherine Arenou, pour qui vous travaillez? Pour quels habitants travaillez-vous? Et est-ce que le renouvellement urbain travaille pour ceux qui sont déjà là? Alors, pour qui et pourquoi? Parce que j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi nous travaillons tous ensemble. Pour les habitants du quartier, c'est évident. Je me suis jamais projetée dans je vais attirer l'ensemble des habitants des villes avoisinantes qui ont en moyenne entre 3 et 15% de logement social, donc qui crèvent d'envie de venir à Chanteloup-les-Vignes. Non, pour qui? Pour les habitants du quartier. Et pourquoi? Je vais être un peu emphatique parce que on a vite compris que dans nos quartiers de renouvellement urbain et de quartiers en politique de la ville qui sont à 100% de logement social, on est dans un territoire où les gens ne sont pas libres de venir, ou en tout cas n'étaient pas libres de venir ou de rester. En tout cas, ils sont de moins en moins libres de venir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. 9 fois sur 10, ils n'ont pas le choix. Mettre un toit sur la tête de leurs enfants, c'est là, et ça n'est pas ailleurs, parce qu'ailleurs, on ne leur propose rien. Donc, en fait, les habitants de nos quartiers, ils sont venus sans liberté. Le renouvellement urbain, la politique de la ville doit leur donner cette liberté. La liberté de quitter ou la liberté de rester. Et si le renouvellement urbain, puisque effectivement il faut travailler sur les deux volets, change l'image de la ville, ils auront la liberté de rester volontairement et d'accompagner une histoire de la ville. Si la politique de la ville, avec tous ses aspects éducatifs, aspects emploi, voilà, leur donne la liberté de partir, à nous de trouver sur le territoire qui existe déjà, parce qu'un quartier, ça ne fait pas la ville, à nous de trouver d'autres formes résidentielles qui vont leur donner envie de rester sur la ville. Et c'est comme ça qu'un jour, on sortira peut-être le quartier fera peut-être partie intégrante de la ville, puisque ses habitants auront eu le parcours résidentiel dans leur ville. C'est en fait comme ça que je me projette. Donc leur donner la liberté aussi de rester. Et on voit très bien sur les quartiers qui ont été... Chanteloup-les-Vignes a eu une chance terrible, c'est qu'en fait, 100% du bâti logement social a été réhabilité. Les habitants qui étaient demandeurs en 2003-2005 de partir, ils étaient demandeurs entre 80 et 90% de quitter le territoire. Ils ne sont plus demandeurs, et donc ils font partie intégrante de la ville, et quand ils font partie intégrante de la ville, rien pour apaiser une ville et pour lui donner, pour pouvoir, qu'ensemble on se projette à 20 ans, il faut aussi avoir des habitants historiques, et des habitants qui savent d'où ils viennent et qui savent où ils ont envie d'aller. Merci. Thomas Kersbaum, vous aviez déjà un petit peu évoqué la question du déséquilibre du financement. Et pour vous, clairement, c'est l'urbain qui l'a emporté sur l'humain depuis une vingtaine d'années? Bon. Alors déjà, moi, ce n'est pas mes catégories, je ne dis pas urbain-humain, je préfère parler de l'urbain et du social. Mais je sais bien que le terme de social est quand même assez largement disqualifié dans les discours politiques aujourd'hui, et plus encore le terme de solidarité qui a complètement disparu du champ de la politique de la ville. Alors, bon, l'histoire du volet social de la politique de la ville, c'est quand même l'histoire d'une lente dégringolade. Je crois qu'il faut être lucide là-dessus. Je ne dis pas qu'il y a eu un âge d'or du social dans la politique de la ville, mais enfin, si on regarde le principal programme hors rénovation urbaine de la politique de la ville, ce qu'on appelle le programme 147, qui sert à financer les contrats de ville en particulier, aujourd'hui, en 2025, on est en dessous du niveau qu'on avait atteint au début des années 2000. Or, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quand même une montée assez phénoménale des phénomènes de pauvreté, et on voit que dans les quartiers,
on a des associations qui sont aujourd'hui exsangues. Donc, j'ai du mal à voir en quoi il y aurait une sorte de retour du social dans la politique de la ville. J'ai calculé que le programme 147, ça représente grosso modo 10 € par habitant et par mois. Ça signifie quoi, 10 €? Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez vous payer une place de cinéma, mais c'est sympa d'aller au cinéma une fois par mois, mais c'est pas ça qui change fondamentalement votre vie. Donc moi, il me semble que le social est vraiment en perte de vitesse dans la politique de la ville et qu'on ne peut pas ignorer le fait que se développe aujourd'hui en France, et pas qu'en France, une rhétorique réactionnaire qui vous explique que les pauvres essayent de profiter du système et se complaisent dans l'assistanat. Et dans ce contexte-là, c'est politiquement de plus en plus compliqué d'assumer le fait qu'on va avoir un vrai effort de solidarité sociale en direction de ces quartiers. Et j'ajouterais que le social, c'est ingrat. Le social, c'est des résultats qui souvent sont peu visibles. Et puis dans les quartiers populaires, je l'ai dit tout à l'heure, si vous aidez les gens à se former, à réussir à l'école, etc., vous les aidez à quitter le quartier. Donc d'une certaine façon, les résultats, vous les voyez très très peu. Alors qu'inversement, l'investissement dans l'urbain, c'est beaucoup plus rentable politiquement. Ça permet de mettre en scène le volontarisme des élus, ça montre qu'ils sont capables de changer concrètement la vie des gens. Et puis, il y a quand même toujours cette ambiguïté dans la rénovation urbaine, pour qui on travaille. L'investissement, a priori, c'est fait pour tous les habitants de la ville et pas pour des catégories spécifiques de population que l'on va suspecter de bénéficier d'une discrimination positive qui n'a jamais existé dans les faits. 10 € par mois, par habitant, ça fait 660 000 € pour Chanteloup. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez ça? Écoutez, je vais rentrer chez moi, puis je vais aller le chercher. Il n'y a aucune illusion à se faire. Pour vous donner une idée, sur le Bob 147, le fameux Bob 147, cette année, on est tellement en difficulté, avec tellement peu d'annonces fiables, que je me suis fait harakiri, moi, ville, pour que les associations de mon territoire bénéficient du Bob 147 à la hauteur de ce qu'elles ont demandé, ce dont elles ont besoin. On me parlera après de la solidarité nationale. Là, j'étais dans une ambiance un peu idyllique parce que je sais que la politique de la ville, ça sert. Mais la réalité des choses, c'est que nous n'avons... tout le monde regarde la politique de la ville à la hauteur du quartier. Et donc, en fait, on étudie la politique de la ville et les besoins à la hauteur du quartier, alors que notre projet, nous, c'est d'accompagner les habitants. Le jour où on aura compris qu'on portait la solidarité nationale, et que moi je veux bien la porter, parce qu'une ville populaire reste une ville populaire, j'en suis convaincue, et que le savoir-faire, il s'acquiert comme ça au fil du temps, au fil des difficultés, et il s'acquiert par tous les acteurs. Moi je veux bien continuer à la porter, mais il faut qu'on l'accepte que cette solidarité nationale, c'est la solidarité financière aussi. Quand je vais vous donner un exemple que je sais depuis peu, il y a 10 ans, sur mon quartier, 30% des gens vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 5 ans, 35% vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Les chiffres que je viens d'avoir là, on est en train de sortir, 38% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc si on s'amusait à voir combien la politique de la ville a accompagné famille, enfants, famille, pour une liberté, voilà, une liberté d'action, une liberté de réussir, une liberté d'emploi, on verrait combien ces moyens-là, qui sont en fait dérisoires, sont efficaces au parcours individuel, au parcours familial. Ils paraissent inefficaces parce qu'en fait, ils s'adressent, d'abord ils sont de moins en moins importants, ils s'adressent toujours à un territoire, et dans ce territoire, les gens ne sont pas les mêmes, les gens sont à chaque fois plus pauvres, ceux qui viennent actuellement dans toutes les commissions d'attribution, ils sont tous toujours plus pauvres, tous toujours plus loin des codes de l'éducation, tous toujours plus loin de la langue française, tous toujours plus loin de l'intégration. Et donc, en fait, c'est la collectivité locale qui, parce que ce sont des habitants du quartier, continue à les accompagner et à remettre le métier sur l'ouvrage très régulièrement. Quand enfin la France aura compris ça, il n'y aura plus de sujet de financement, puisque ça sera à la hauteur des besoins de nos territoires. Mais on n'en est pas là.
Alors, il y a le financement de la politique de la ville et puis au-delà, le financement des politiques de droit commun. Est-ce qu'on sait le mesurer? On sait qu'il y avait eu ce rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis qui montrait très clairement que la Seine-Saint-Denis était sous-dotée. En dehors de ce rapport, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des moyens accordés par le droit commun aux quartiers prioritaires? Alors, bon, ça c'est loin d'être un problème nouveau dans la politique de la ville. Pendant longtemps, à chaque changement de gouvernement, on nous promettait, bon, cette fois-ci, on va vraiment mobiliser le droit commun, ce qui voulait dire en creux qu'on ne l'avait pas fait dans la période précédente, et bon, et rebelote à chaque fois. Alors, il y a des tas de raisons structurelles qui expliquent pourquoi le droit commun a du mal à se mobiliser en faveur des habitants et des habitantes des quartiers populaires. Je pourrais mentionner peut-être 2 éléments. Le premier, c'est qu'on a affaire quand même à des populations qui ne sont pas organisées pour se comporter en groupe de pression capables d'obtenir un certain nombre d'avantages des pouvoirs publics, donc d'attirer des ressources publiques. Ça, c'est une première raison de fond structurelle. Et puis, il y a le problème de l'objectivation des choses. C'est-à-dire que là, on parle aujourd'hui, mais en réalité, personne ne sait de façon précise où on en est par rapport à cette histoire. Vous mentionnez le rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis, donc, qui mettait en évidence que du côté des politiques de l'État, on a affaire à un département qui est quand même largement sous-doté par rapport à d'autres départements. On dispose d'un certain nombre d'études parcellaires, mais on n'a pas de vision d'ensemble. Sur la foi de ces études parcellaires, ce que l'on voit, c'est que ça va toujours dans le même sens. On a affaire à des quartiers qui sont structurellement sous-dotés par les politiques publiques et par les politiques de l'État en particulier. Alors, moi, je vois quand même une différence entre aujourd'hui et ce qui se passait avant. C'est qu'avant, il y avait au moins un discours sur la mobilisation du droit commun. Et il y avait aussi parfois des tentatives, je pense notamment à ce qu'avait fait François Lamy quand il a signé des conventions interministérielles avec ses différents collègues au sein du gouvernement. Bon, c'était pas parfait, loin s'en faut, mais au moins ça avait le mérite d'essayer d'enclencher quelque chose. Aujourd'hui, il me semble que l'État ne fait même plus semblant. C'est-à-dire que le mot d'ordre « il faut mobiliser le droit commun en faveur de ces quartiers », on ne l'entend quasiment plus jamais. Les comités interministériels des villes qui sont reportés 5 fois ou 10 fois avant de se tenir et puis qui débouchent sur des mesurettes qui laissent tout le monde pour le moins sceptique, bon, ça dit quand même quelque chose d'une dynamique interministérielle qui est quand même au point mort, il faut le dire. Et puis, pensons quand même à la place du ministère de la Ville, et je ne devrais même pas parler de ministère, puisque le plus souvent, on a un secrétariat d'État ou un ministère délégué. Quand il existe un ministère, on a eu là récemment, et à plusieurs reprises ces dernières années, l'absence pure et simple de ministère de la Ville. Je reprendrai les mots de François Mitterrand quand il a créé le ministère de la Ville en 1990. Il disait que le ministre de la Ville devait être l'animateur, le pourfendeur et l'avocat des quartiers populaires auprès des différents ministères. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une situation de marginalisation de la politique de la ville. Et je pourrais peut-être ajouter un dernier élément. Si on veut comprendre pourquoi on en est arrivé là, ce n'est pas seulement un problème d'austérité budgétaire, même si ça pèse lourd dans cette affaire, c'est avant tout le contexte, depuis une quinzaine d'années, de mise en concurrence parfaitement délétère des quartiers populaires avec d'autres types de territoires, ce qu'on appelle les territoires de la France périphérique. Et on a une adhésion massive aujourd'hui dans une large partie du spectre politique à cette idée, qui est une idée très largement fausse, selon laquelle on en aurait beaucoup trop fait pour les quartiers populaires jusqu'à présent, et que désormais il faudrait rééquilibrer au profit du monde rural en particulier. Or, ce que montrent les études de l'INSEE en particulier sur le sujet, c'est que la pauvreté reste très massivement concentrée
dans les métropoles et dans les centres urbains. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait oublier les quartiers de la France dite périphérique, mais l'idée selon laquelle aujourd'hui il serait temps de rééquilibrer en faveur de ces territoires est une idée qui repose sur aucun fondement scientifique et qui politiquement peut avoir des effets parfaitement délétères. Sur cette idée de territoire défavorisé, populaire, à qui on a donné trop d'argent, quelle réaction? Et puis, il se trouve que le Conseil interministériel des villes a finalement eu lieu la semaine dernière. Quels enseignements vous en tirez? Est-ce que vous avez eu des réponses aux questions que vous vous posiez? Oh non, mais ça, il y a longtemps qu'on ne se fait plus d'illusions. Je voulais revenir sur le droit commun, parce que quand sur un territoire, on est incapable de calculer le droit commun, parce que l'État est incapable de nous le calculer. Enfin, incapable. On ne se fait pas d'illusions. Il est incapable parce que c'est... Il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Il y a des évidences, il y a eu des évidences en Seine-Saint-Denis qui peuvent être déclinées sur l'ensemble de la France. Mais ça va plus loin. À chaque fois qu'il y a un problème, une solution, un aménagement, enfin un projet sur le territoire, projet dans lequel l'État participe par une de ses entrées, éducation et tout ça, et qu'il y a besoin de financer, l'État, le premier, va chercher dans le droit exceptionnel la façon de faire. C'est-à-dire qu'on va chercher, et on trouvera peut-être des moyens dans la réussite éducative, on trouvera peut-être des moyens dans la réussite éducative, on trouvera peut-être des moyens dans ce dispositif exceptionnel sur l'emploi pour les quartiers. Enfin, on va chercher dans le droit exceptionnel les financements d'une politique globale. Et ça, c'est un réflexe qui montre bien que spontanément, le droit commun n'est pas celui qu'on va chercher. Parce qu'il est plus difficile à mobiliser, c'est sûr. Du coup, j'ai pas répondu à votre question. Sur le conseil interministériel. Sur le conseil interministériel à la ville, comment vous dire? Est-ce que Monsieur le Président de mon association étant là, est-ce qu'on en attendait beaucoup? Non. Je suis pas sûre que dans l'ambiance générale nationale, c'était là qu'il devait y avoir des grandes annonces. La première chose qu'il fallait faire, c'est déjà remettre le sujet sur le dessus de la pile, ce qui n'était pas complètement inutile. Mais l'interministériel, ça veut bien dire, et on est dans la même histoire que le droit commun, un CIV, ce n'est pas des annonces de politique de la ville. Un CIV, c'est la prise en charge de l'ensemble des ministres sur plus de droits communs au sujet de nos quartiers, enfin, vis-à-vis des habitants de nos quartiers. Donc, 9 fois sur 10, on n'en attend pas ce qu'il faudrait, et 10 fois sur 10, il n'en arrive pas ce qu'il faudrait non plus. C'est-à-dire, à part, et je serais assez reconnaissante au ministre de la Santé qui a quand même remis, et c'est un peu le sujet, la santé mentale, la santé vers les habitants et les enfants de nos quartiers au cœur du débat, alors que c'était quasiment jamais abordé, alors que nous, on l'abordait régulièrement. Sinon, une pauvreté des autres ministères de comment on s'implique plus sur ces quartiers, qui effectivement, dont les populations ont ceci différent avec les populations rurales, c'est pas la difficulté de vivre, c'est la concentration de cette extrême précarité et fatalement des solutions différentes à proposer à la ruralité et à proposer au quartier. On l'avait dit, redit avant les Gilets jaunes. Nous, banlieues, on l'avait dit avant les Gilets jaunes. Et on avait dit, attention, le milieu rural est en train de bouger pour les mêmes raisons que nous, pour ce sentiment d'isolement. Donc arrêtons de mettre ça. Ça arrange tout le monde de mettre un conflit entre ruralité et urbanité. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est comment on remet du droit commun sur nos territoires et comment ce CIV aurait dû servir à ça. On va être attentif, mais je pense qu'il n'y servira comme le précédent. Sur la difficulté de mesurer le droit commun, Thomas Kersbaum, alors, on a bien compris qu'il y avait un manque de volonté politique, mais c'est juste une question de volonté ou il manque un outil pour le faire? Il manque un outil dans la mesure où la plupart des politiques dites sectorielles ou de droit commun ne se sont pas appropriées la géographie prioritaire de la politique de la ville pour pouvoir calculer ce qui est mis dans tel ou tel type de territoire. Donc sur une base ordinaire, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas où on en est. Alors, Borloo... j'ai eu peut-être la dent un peu dure en rappelant les effets, négatifs qu'ont pu avoir ce saucissonnage de la politique de la ville au début de mon intervention, mais dans le rapport qu'il a remis en 2018 au président de la République, il avait ajouté une dernière et 19e mesure
autour de cette question de la mesure du droit commun. Bon, alors il faut dire qu'il l'avait fait de façon un petit peu maladroite, je trouve. Il avait proposé de mettre en place une cour de justice, comment il appelait ça, une cour d'équité. Cour d'équité territoriale. Ce qui suggérait qu'on allait vers une forme de judiciarisation de la question du droit commun et que donc potentiellement on allait pouvoir traîner devant les tribunaux et rendre responsables peut-être pénalement les responsables d'administration qui mettraient trop peu de crédit dans les quartiers de la politique de la ville. Bon, alors autant vous dire que cette proposition n'a pas eu beaucoup de suite. Donc il y a un enjeu fondamental qui est un enjeu d'observation, un enjeu de connaissance. Alors on sait bien qu'il n'y a pas de translation mécanique entre la connaissance d'un côté et l'action de l'autre côté, mais une action qui ne repose sur aucun fondement objectif n'a pas beaucoup de chances de pouvoir se déployer. Cette cour d'équité, vous disiez, Madame Arenou, c'était une provocation, mais une provocation nécessaire. Provocation nécessaire, ça montrait bien qu'en fait, on ne se donnait pas les outils pour évaluer toutes les politiques depuis 20, 30, 40 ans. Quel outil vous attendez, vous, du coup? C'est-à-dire, effectivement, premièrement, s'adresser à une géographie connue et acceptée de tous, premièrement. Deuxièmement, quels sont les critères, c'est quand même pas si difficile que ça, quels sont les critères vis-à-vis des populations et non pas du territoire, vis-à-vis des populations, quels sont les critères que l'on peut intégrer pour valider. Quid de l'implication de l'éducation nationale, quid de l'implication du ministère de l'Intérieur, quid de l'implication du ministère du Travail, quid de l'implication... Et voilà, et c'est vrai aussi de l'écologie, c'est vrai des problèmes environnementaux. Nos habitants sont les moins pourvoyeurs, les moins utilisateurs et les plus victimes du réchauffement climatique. Comment ça s'intègre vraiment? La politique environnementale, elle nous saute à la tête actuellement, et ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Voilà. Qui se pose la question de comment vivent les habitants de nos quartiers dans des logements qui sont des îlots de chaleur, entre autres, et des îlots de fraîcheur en hiver, pardon. Je vous en prie, continuez. Non. On arrive vers la fin de cette discussion. Thomas Kirsbaum, à la fois vous êtes très critique, on l'a entendu, sur les débuts en tout cas de la politique de renouvellement urbain, mais vous êtes tout aussi inquiet de l'absence de perspective pour un troisième plan de renouvellement urbain. Bon, ça montre que je ne suis pas si critique que ça. Bon, les investissements dans rue, ils ont le mérite d'exister. C'est la seule politique territoriale jusqu'à présent qui a permis de drainer des financements quand même conséquents en faveur de ces quartiers qui sont structurellement défavorisés dans les politiques publiques. Et si cette seule source de financement un peu substantielle s'arrête, il me semble qu'on va quand même devant des lendemains difficiles. On est là en juin 2025. Il faut se souvenir qu'il y a 2 ans très exactement, la France a connu des émeutes d'une ampleur quasiment inégalée. Je ne dis pas qu'il y avait un rapport direct avec l'ANRU, mais ça dit quand même quelque chose du climat social et du niveau de désespérance qui peut exister dans ce type de quartier. Alors, ça ne veut pas dire que les méthodes ou les finalités de la politique de renouvellement urbain ne doivent pas évoluer. J'en ai parlé tout à l'heure. Il me semble qu'il y a vraiment besoin de clarifier de façon très précise pour qui on travaille, au premier chef. Est-ce qu'on travaille d'abord pour les gens qui sont là ou est-ce qu'on reste comme ça dans cette ambiguïté sur... on a su, entre quartier populaire et mixité sociale, disons, exogène, au sens où il s'agit de faire venir des populations extérieures. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi, vous venez de le dire, des enjeux considérables autour de la transition écologique. Donc ne pas traiter cette question, mais ce serait proprement dramatique. Et puis, on peut aussi s'interroger, je crois qu'il y a eu une table ronde sur ce sujet hier, on peut questionner le choix de la démolition. Est-ce que ça s'impose en toutes circonstances ou bien est-ce qu'on ne devrait pas prioriser quand même des modes plus doux de rénovation, de renouvellement urbain, probablement moins coûteux sur le plan financier et moins coûteux sur le plan à la fois écologique et social.
Et je terminerai peut-être en disant que dans l'idée même du renouvellement urbain, il y a l'idée d'un traitement en continu des espaces urbains. Parce que les besoins de renouvellement urbain, ils sont permanents. Donc l'idée de stopper un programme, certes perfectible, comme ça, du jour au lendemain, ça me semble complètement dingue, parce que ça voudrait dire que on a fait le boulot et maintenant on peut s'arrêter. Or, dans la vraie vie, le boulot, on ne l'a jamais terminé. C'est une tâche interminable que de faire du renouvellement des espaces urbains. L'ANRU a mis quand même très longtemps à se déprendre de l'illusion que, comme le proclamait fièrement Borloo au moment où il fait voter sa loi, il a dit, bon ben voilà, dans 5 ans, je fais disparaître mon propre ministère. Ok, on est 20 ans ou 22 ans plus tard, le ministère de la Ville existe toujours, même si parfois il disparaît des radars. Donc ça montre bien que c'était complètement illusoire de se servir de l'instrument magique des démolitions pour faire disparaître une fois pour tous les quartiers. Donc moi, il me semble qu'aujourd'hui, il faut plutôt assumer que de façon durable, on a et on aura des quartiers populaires, qu'ils resteront des quartiers populaires, mais que ces quartiers ont droit, au nom d'une forme de droit à la ville, à un investissement comme les autres quartiers de la ville. Madame Arenou, dans ce contexte à la fois financier et politique pas facile, comment ne pas céder au découragement et qu'est-ce que vous appelez de vos vœux pour l'avenir ? Ce que j'appelle, mais je ne suis pas toute seule, ce que j'appelle de mes vœux, c'est effectivement un continuum, en tout cas la même lecture qu'il y a eu autrefois. Alors moi, je veux bien qu'il y a 20 ans, on n'ait pas fait les bons choix tout le temps dans nos politiques d'habitat, mais l'ANRU a quand même eu le bonheur d'exister. Ça a quand même été, il faut se rendre compte, ce qu'étaient nos quartiers avant et après. Et vraiment, ça a déjà commencé à donner de l'espoir. Après, s'il n'y a pas un continuum, et ça a attiré aussi les autres collectivités qui ont mis des moyens. Imaginons que l'ANRU s'arrête, que l'agence n'existe plus, enfin que les PRU s'arrêtent et que l'agence n'existe plus. Il n'y aura plus de volonté des collectivités territoriales, départementales ou régionales de continuer à investir nos quartiers. Or, on sait très bien que si actuellement, aujourd'hui, on ne pense pas à un PRU 3 pour demain, c'est-à-dire la fin du PRU 2. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est foutu. Et on sait déjà, parce qu'on le voit, le PRU 2 était tellement long. Alors après, on a oublié un peu ce qu'était le PRU 1 dans sa longueur, mais il a été tellement long qu'on voit déjà les scissions qui se passent dans les territoires, dans les lieux d'habitat que nous avons pu rénover, sur lesquels nous avons pu amener de nouveaux équipements publics, de nouveaux espaces publics partagés, et ceux qui n'ont pas été touchés par aucune attention particulière, sauf depuis... L'écart s'est creusé spectaculairement déjà. Imaginons qu'il n'y ait pas de suite en 2032. On peut déjà dire que c'est en fait une défaite programmée de l'ensemble de ce que nous avons fait depuis 20 ans. Donc là, je crois qu'on n'est plus dans une période de choix. Nous n'avons pas le choix. Il faut que collectivement, on soit convaincus qu'après 2032, la vie ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas dans nos quartiers. Et si nous ne faisons rien, ce que nous avons fait n'aura servi à rien.